Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le Burkina Faso plaide pour le financement de ses projets de développement auprès des institutions financières. À Washington, Yacouba Isaac Zida s'est entretenu avec des responsables de la Banque mondiale, du FMI et du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Des détails tout à l'heure. Quelles solutions pour empêcher l'éclosion de l'extrémisme violent? Les leaders religieux du Tchad, du Niger et du Burkina Faso réfléchissent sur la question à Ouagadougou. Et puis pour fuir la guerre et la misère, des milliers de migrants continuent de tenter la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie. Le naufrage de 2 bateaux aujourd'hui aurait fait près de 900 morts. On ouvre ce journal avec la visite de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Daïr Modish Alanzi et Michel Kafando ont parlé de la coopération entre les deux pays. Le diplomate saoudien a réaffirmé le soutien de son pays à la transition. Le Royaume promet accompagner le gouvernement burkinabé dans la réalisation du projet de l'aéroport de Doncin. L'appui de l'Arabie saoudite va également concerner l'organisation des élections générales prévues pour le 11 octobre 2015. On poursuit ce journal avec des échos de la visite du chef du gouvernement burkinabé aux États-Unis. Yacouba Isaac Zida et la délégation qui l'accompagne ont eu des séances de travail avec des représentants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et du Millennium Challenge Corporation. Les échanges ont porté sur le financement des projets de développement au Burkina Faso. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Drissa Serré. Avant de se rendre au siège des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre, en compagnie de l'Agence pour le partenariat et le développement APD, a eu une séance de travail avec les responsables du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Le Burkina négocie un second compact qui pourrait se chiffrer à 300 milliards de francs CFA. Pour cela, il faudra remplir un certain nombre de conditions, dont la pérennisation des acquis de l'ancien compact et la spécification du statut du nouveau personnel. Le cap est ensuite mis sur la Banque mondiale et le FMI. Là, les préoccupations ont concerné la situation énergétique du Burkina. Sur la base d'inquiétudes légitimes, les autorités monétaires internationales ont préconisé la mise sur pied d'un comité de réflexion pour trouver une solution durable à la crise énergétique. La Banque mondiale est prête à accompagner le Burkina avec 95 millions de dollars. D'un autre côté, le Premier ministre et sa délégation sont reçus au département d'État. Les affaires étrangères ont réitéré la position américaine. Elles montrent des inquiétudes face au nouveau code électoral et prônent l'inclusion. Le Premier ministre a présenté les tenants et les aboutissants de la nouvelle loi qui ne vise pas à exclure des partis politiques, mais plutôt des individus. Justement, les questions qui touchent la vie politique nationale ont fait l'objet d'échanges entre le Premier ministre et la communauté burkinabé résidant à New York. Au-delà des sujets politiques, le chef du gouvernement a appelé les compatriotes à saisir les opportunités d'investissement dans la mère patrie. Souleymane Sanou et Drissa Serré. C'est par un standing ovation que les Burkinabés de la région de New York ont accueilli le Premier ministre de la Transition. Après avoir entonné en chœur l'hymne national, place aux échanges. De mémoire des New-Yorkais, c'est une mobilisation historique et cela témoigne de l'intérêt que les Burkinabés vivant dans cette région des États-Unis accordent au processus de transition. Présents dans tous les secteurs d'activité, ils sont venus chercher à comprendre la situation politique, économique et culturelle que traverse le Burkina et poser leurs doléances. Nos préoccupations sont que les élections aient lieu effectivement et à la date indiquée. Avant tout, New York, c'est une capitale qui offre de nombreuses opportunités. Cela fait également partie des objectifs de sa mission. Le Premier ministre a exhorté les compatriotes de la diaspora à s'impliquer dans le développement économique du Burkina en investissant et en créant des entreprises. Tout le monde s'intéresse aux questions politiques, mais aussi les questions économiques. Il faut le connaître qu'au pays, les perspectives ne sont pas très mauvaises. Les perspectives sont très bonnes parce que malgré tout ce qui s'est passé, nous avons en tout cas bon espoir
que les investisseurs continuent de venir au Burkina et que le taux d'investissement est toujours en train d'augmenter. L'année dernière, on a connu une croissance de l'ordre de 4%. Nous attendons au moins 5 à 6% pour 2015. Sur des questions majeures, la bonne gouvernance, l'organisation des élections, le nouveau code électoral, les arguments n'ont pas varié. Le Premier ministre a répondu à chacune des préoccupations. Et toutes les questions ont été répondues honnêtement et avec une certaine sincérité. Vu l'engouement effectivement de la population, la communauté, ça a été vraiment une réussite parce que si vous tenez compte des questions, jusqu'à 40 questions, et surtout avec la patience que le Premier ministre a eue, je pense que nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre. Reconnaissant aux autorités de la transition et au peuple pour son combat, les New-Yorkais s'engagent à travailler main dans la main pour faire du Burkina, à l'image de New York, une terre de rêve et d'espérance. Retour à Ouagadougou où sont réunis des experts des 8 États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Objectif de la rencontre, fédérer les énergies pour faire de l'espace UEMOA une zone viable en matière d'affaires et d'investissement. Le point avec Ousmane Drabo et Karim Patrick Namouanou. C'est par un standing ovation que les Burkina. Le rapport Doing Business 2015 de la Banque mondiale est formel. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Togo sont les 4 pays modèles dans la promotion des affaires dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Leur expertise doit servir aux autres membres de l'Union. C'est tout le sens de cette rencontre qui réunit les acteurs et les partenaires techniques et financiers du projet dénommé Faciliter climat des affaires ACP. Il s'agit notamment à travers ce projet e-regulation de faciliter autant que possible toutes les formalités auxquelles sont astreints les initiateurs de projets d'entreprise afin que en termes de coûts, de durée des procédures et que tout cela puisse être facilité. Nous avons travaillé 40, 50 ans, 60 ans sur ce climat des affaires, sur la facilitation des affaires, sur l'harmonisation de la facilitation des affaires. Et donc nous sommes engagés depuis des années. Des progrès sont à faire. Ce ne sont pas des progrès qu'on fera en une journée, ce ne sont pas des progrès qu'on fera en 10 ans, mais des progrès qu'on fera en 20, 30 ans. La simplification des procédures administratives demeure tout de même problématique. La réponse BizClim est un nouveau programme qui vise à améliorer le climat des affaires et des investissements dans tous les États de l'Union. L'ambition est de faire de cette zone l'une des plus convoitées au monde. Et pour que les affaires prospèrent, il faut la paix et la stabilité. Une conférence régionale sur la réduction des risques de l'extrémisme violent se tient à Ouagadougou. Les leaders religieux du Niger, du Tchad et du Burkina Faso qui prennent part aux travaux ont pour mission de puiser dans les tréfonds des textes sacrés les valeurs qui unissent et qui promeuvent la fraternité et la paix. Lazare Pouya. La région sahélo-sahélienne est aujourd'hui devenue une zone particulièrement dangereuse, marquée par la montée de l'insécurité, les crises politiques et le flux incontrôlé des trafiquants d'armes et d'autres produits illicites. Une situation favorable au recrutement de jeunes générations sensibles au discours des groupes extrémistes. Face à cette nouvelle donne, le gouvernement américain, à travers son programme USAID PDF2, Paix à travers le développement donc, a initié cette rencontre des leaders religieux du Niger, du Tchad et du Burkina. Objectif, réduire les risques d'instabilité et l'accroissement de la résilience des communautés à l'extrémisme violent. Nous pensons que tous les acteurs doivent travailler ensemble pour qu'ils discutent des problèmes communs et aussi pour discuter d'un sujet qui est très pertinent dans la sous-région et dans le monde en fait. Ça c'est vraiment l'objectif de cette conférence, mais aussi aux questions de voir comment on peut continuer à promouvoir la paix dans la sous-région et dans le monde en général. Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, cette conférence vient à point nommé eu égard à l'attaque perpétrée au nord du pays il y a quelques jours.
Il a par ailleurs exhorté les leaders religieux à exercer leur influence sur les jeunes afin que ceux-ci puissent participer au développement de leur pays. Les participants ont de ce fait 3 jours pour discuter, prévenir les dérives des jeunes et s'engager pour le développement communautaire. Quand il y a divergence de vues, nous avons besoin de tout le monde qui a l'autorité sur la jeunesse de pouvoir aider à expliquer, de pouvoir aider à donner des réponses aux jeunes. Leurs aspirations sont très importantes pour nous tous et leurs aspirations doivent avoir des réponses. Face à la triste réalité qui dit que ces jeunes sont de plus en plus nombreux à adhérer aux groupes extrémistes violents et se radicalisent, ces leaders religieux ont un rôle prépondérant dans l'encadrement et la déradicalisation des jeunes. Les ambassadeurs de la paix au Burkina Faso ont entamé une tournée nationale avec pour objectif de sensibiliser les populations sur l'importance de bâtir une société sans violence. À l'étape de Kokologo, c'est une conférence publique sur la paix qui a été organisée. La Fédération pour la paix universelle a également élevé 26 personnalités au rang d'ambassadeurs de la paix. Draman Guéné. Pour lutter contre les conflits dans nos sociétés, la Fédération pour la paix universelle dispose d'un plan. Il s'agit de cultiver au niveau de la population à la base les vertus de la paix. Et c'est tout l'intérêt de cette conférence publique animée ici à Kokologo dans le centre-ouest, en prélude à des sessions de formation sur la paix. Si on résout le problème dans les familles, alors on aura une société composée d'individus normaux et alors on aura un État normal. Déjà, on a beaucoup parlé de la piété filiale. Tout simplement parce que ce caractère de piété filiale que nous avons, c'est le même caractère que nous amenons et qui nous transforme en patriotes ou bien en bons citoyens. Nous avons des modules de formation que nous comptons vraiment, diffuser un peu partout où nous allons passer. Et bien sûr, Kokologo, aujourd'hui, c'est une prise de contact. On va faire une introduction générale par rapport à ces modules et nous allons reprogrammer pour revenir pour des séminaires de formation. Cette deuxième étape de la tournée nationale des ambassadeurs de la paix a été une occasion pour la Fédération de distinguer 26 personnalités qui se sont illustrées dans la quête de la paix. Toute distinction appelle à mieux faire pour l'avenir et nous appelle également à œuvrer au-delà des attentes de ceux-là qui ont reconnu nos mérites, à œuvrer pour que la paix puisse définitivement s'installer dans nos différentes circonscriptions et au-delà des frontières de notre pays. La Fédération pour la paix universelle est une alliance de personnalités et d'ONG qui œuvrent pour la paix dans le monde. Elle compte parcourir toutes les 13 régions du Burkina Faso en vue de former les populations sur la culture de la paix. Et puis, sachez que les contrôles et les fouilles des véhicules automobiles qui s'effectuent depuis un certain temps à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso s'inscrivent dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre le grand banditisme. L'information émane du ministère en charge de la sécurité. En politique, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, était en meeting hier dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Maître Benewende Sankara, président de l'UNPS, a invité les militants à s'inscrire sur les listes électorales. Il s'est également prononcé sur le nouveau code électoral et l'arrestation de certains dignitaires de l'ex-parti majoritaire. Le point avec Moumouni Soubeiga. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNPS, ne cache plus son ambition de briguer la magistrature suprême le 11 octobre prochain. Face aux militants de Bissigé dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, le président du parti et d'autres ténors ont promis de réinventer un autre avenir pour le peuple burkinabé en cas de victoire. C'est un message d'encouragement et surtout de félicitations pour la grande mobilisation et la détermination que nos militants, à chaque instant, font preuve dans les secteurs et dans les arrondissements de Ouagadougou. Cela dénote d'une conviction inébranlable que nos militants ont et qui sont engagés pour la conquête du pouvoir d'État.
L'UNIRPS invite de ce fait la population de Bisigué à se mobiliser autour de l'idéal Sankaris, seul gage de vérité, de solidarité et de justice, selon le président du parti de l'œuf. Nous les avons exhortés à s'inscrire très massivement pour les enjeux électoraux. Parce que pour pouvoir voter utile, il faut d'abord disposer de la carte d'électeur. Nous sommes très confiants par rapport aux élections à venir. À ce meeting, les leaders de l'UNUPS ont aussi expliqué le contexte et la justification du vote du nouveau code électoral avant d'apporter leur appréciation aux récentes arrestations des anciens dignitaires du régime Compaoré. Tous ont salué ces actes qui, selon eux, vont permettre de rendre justice. Jeunes, anciens et femmes du parti à Bisigué ont renouvelé leur engagement à se mobiliser pour assurer la victoire à l'UNUPS le 11 octobre prochain. Le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, tisse également sa toile. Le parti, conduit par son premier vice-président, Salif Diallo, est allé à la rencontre de ses militants du centre-est ce week-end. Dans les localités visitées, le message est resté le même, mobilisation pour le parti et mobilisation pour l'acquisition de la carte d'enrôlement biométrique. Frédéric Etienne Bassenga, reportage. Plusieurs localités visitées dans le centre-est, mais le message, lui, est resté le même, s'enrôler massivement sur les listes électorales pour que Rochma Christian Kaboré soit le futur locataire de Kossia. À Gonguin, localité située à 30 km de Koupela, première étape de cette tournée du MPP dans le centre-est, Salif Diallo a demandé aux populations de tout faire pour entrer en possession du précieux sésame, la carte d'électeur. Un message également livré à Koupela par le premier vice-président du mouvement du peuple pour le progrès. Dans le chef-lieu du Kouritenga, Salif Diallo a expliqué aux populations comment leur vote allait changer les choses. Je vais vous dire qu'à Koupela, nous avons déjà 880 délégués qui travaillent dans le village. Je vais vous dire qu'à Koupela, nous avons déjà les requêtes que nous avons essayé de fournir tout ce qui est comme pièce d'état civil pour que, à l'enrôlement, tout le monde puisse avoir la pièce d'état civil qui va lui permettre de voter le 11 octobre pour que notre candidat, Rochma Christian, soit élu au premier tour. Atin Kodogo, le premier vice-président du MPP, a aussi demandé aux populations de ne pas dormir tant qu'ils auront des voisins non enrôlés. Nous allons prendre en compte tous les conseils qu'il a eu à donner et les mettre en route au niveau des comités de base pour effectivement réussir l'enrôlement en vue de réussir naturellement les élections du 11 octobre à venir. Dans toutes ces localités, jeunes, femmes et personnes du troisième âge ont rassuré le premier vice-président du MPP. Ils mettront tout en œuvre pour que le parti triomphe dans le centre-est. Tout autre chose, à présent, elles ont un défi commun et des difficultés similaires. Les unités cotonnières et textiles de l'espace UEMOA sont à la recherche de stratégies pour dynamiser leurs activités. L'Assemblée générale de l'Organisation professionnelle des industries cotonnières et textiles des pays de l'UEMOA, dont les travaux ont débuté ce 20 avril, se penche sur la question de la transformation du coton sur place. Evelyne Dabiri. Cette rencontre des producteurs et transformateurs de la fibre coton vise à procéder à une refondation de l'OPICT, l'Organisation professionnelle des industries cotonnières textiles de l'UEMOA. Durant 48 heures, les participants vont chercher des solutions afin d'insuffler un nouvel élan pour une relance effective de la filière coton-textile dans l'espace communautaire. Et l'UEMOA se tient aux côtés de l'OPICT afin que la transformation du coton puisse booster l'économie dans l'espace UEMOA. On aurait bien souhaité qu'on finisse par transformer une bonne part de notre coton. Cela veut dire qu'on fera travailler une bonne part de notre population dans le domaine du textile et mieux ça vaudra pour nous pour demain. À terme, cette rencontre doit restructurer l'OPICT de sorte à atteindre 25% de transformation de la fibre de coton produite par les pays membres de l'UEMOA contre 1% à l'heure actuelle. En rappel, l'OPICT a été créé en 2001 et comptait à cette époque 46 unités industrielles textiles contre 13 en 2014.
C'est l'heure du bilan pour les membres de la coordination du projet pilote irrigation de compléments et information climatique. Ce projet avait pour ambition d'accompagner les producteurs dans la réalisation de bassins de collecte d'eau de pluie afin de faire face aux poches de sécheresse. Éléonore Ouedraogo Yerbanga. Les changements climatiques occasionnent de nombreux dégâts dans les pays africains. Augmentation de poches de sécheresse, réduction de la période hivernale et début tardif de la pluviométrie en sont quelques exemples. Toutes choses qui rendent les techniques culturelles et de conservation des eaux inefficaces. Le projet Irrigation de compléments et information climatique, initié par l'Institut d'ingénierie eau et assainissement, ambitionne sécuriser la production et réduire la vulnérabilité des techniques agricoles. Nous avons imaginé une autre technologie innovante qui permettrait tout simplement d'irriguer en cas de pause de sécheresse. Et pour cela, il fallait disposer d'un plan d'eau, d'une lame d'eau permanente. Et donc la technologie est basée sur la disponibilité de cette eau à travers l'excavation des bassins. Et la nouveauté, c'est des bassins individuels. Mis en œuvre dans les provinces du Yatenga et du Bam, le projet pilote qui a duré 4 ans semble avoir convaincu par sa technique et aujourd'hui, tous les acteurs vont ensemble étudier les résultats obtenus en vue de les valider. L'avantage de ces bassins permet en fait de récolter ces eaux avant l'installation. Donc de ces premières pluies au semis, souvent ça peut découler 45 jours. Pendant cette période, cette eau qui est là, les paysans peuvent l'utiliser pour faire autre usage, ce qui est un avantage énorme. Après maintenant, lorsque les semis sont installés, cette eau revient propriétaire individuel de l'agriculteur qui maintenant va essayer de l'utiliser dès lors qu'il y a de la sécheresse qui s'installe. Au regard de ces résultats satisfaisants, le gouvernement burkinabé entend construire 15 000 bassins dans les 13 régions et peut pour ce faire compter sur l'appui du gouvernement canadien. C'est ça le défi maintenant. Il y aura un coût, évidemment, donc nous allons étudier les coûts, les sources de financement. On est très content de voir qu'un projet de recherche comme ça démontre sa viabilité, des résultats concrets. Et maintenant, il y aura la réflexion sur les leçons apprises. Le projet Irrigation de compléments et information climatique se positionne donc comme la solution idéale pour mieux s'adapter au changement climatique qui fragilise de plus en plus les pratiques culturelles des producteurs africains. Un accident de la circulation survenu hier à Dangadé, village situé à une vingtaine de kilomètres de Dori, a fait 4 morts et 5 blessés, tous de nationalité ghanéenne. Les victimes étaient des commerçants. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Des détails avec Bernard Diasso. Au matin vers 5h30 qu'on a été alerté. Immédiatement, on a pris la route. Mais quand on nous alertait, on nous a fait savoir qu'il y avait déjà des cadavres, mais il y avait des blessés également. Et le temps qu'on arrive sur les lieux, les 2 blessés graves là, ils avaient trépassé. Et donc on a tout juste eu 5 blessés qu'on a ramenés au niveau de Dori. Voilà. Donc ils sont dans un état, pas grave. C'est tout le choc moral vraiment qu'ils ont pris, sinon il n'y a pas de blessés graves. À part les 4, ils sont vraiment décédés. Voilà. Tel est le bilan dressé par les services de santé de la ville de Dori. Parmi ces décès, 2 femmes et 2 hommes, âgés d'environ 30 à 35 ans et tous des nationalités ghanéennes. Lorsque nous avons fini notre chargement, on a repris la route pour Dori. À un moment, l'arrière de mon véhicule a basculé, puis sous l'effet de la charge, le véhicule est tombé. Franchement, je ne comprends pas ce qui nous est arrivé. Ce chauffeur se fie à Allah, car, affirme-t-il, les conditions normales de circulation, la visite technique et divers documents de son véhicule étant à jour, aussi jouit-il d'une bonne santé physique et mentale. Mais, malheureusement, ce qui ne devrait pas arriver, arriva. Nous sommes là ce matin
Donc c'est pour apporter le soutien, la compassion et l'assistance de l'administration face au sinistre que nous venons en tout cas de connaître ce matin. Voilà, il y a eu malheureusement 4 morts et 5 blessés. Alors donc l'administration ne peut pas être insensible à cela. Nous sommes là pour apporter en tout cas notre soutien à nos frères Ghanéens qui ont perdu la vie. Ces Ghanéens, au total 18, avaient quitté Koumassi pour l'achat de tomates sur le site maraîcher de Oulo. Malheureusement, ce voyage a été le dernier pour certains. Des membres de la Haute Cour de justice, les arrestations des dignitaires de l'ancien régime, 2 sujets largement commentés par les quotidiens du jour. La revue de presse, c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. La Haute Cour de justice aura pour arme Dieu et la loi, dixit Elisabeth Bado, présidente de la dite juridiction. Une façon peut-être pour elle de se souvenir que le meilleur juge reste Dieu et dont son inspiration peut lui faciliter la tâche face à des justiciables de plus en plus avertis et exigeants. Différemment des éditions Le Pays, l'Observateur fait une observation importante selon laquelle la Haute Cour de justice est longtemps restée un simulacre de juridiction, une juridiction de maquillage et d'artifice, juste pour amuser la galerie, car elle n'a jamais fonctionné en 2 décennies d'existence. Cette thèse de notre confrère est corroborée respectivement par la présidente et le procureur général. Depuis 1995 qu'elle existe, la Cour n'a jamais ouvert d'audience. Et pourquoi peut-on honnêtement se demander? Répond le procureur. Le législateur d'antan s'était entouré d'artifices juridiques pour la rendre non fonctionnelle. Le journal en déduit donc que la donne a changé au niveau de la Haute Cour de justice et son rôle est dorénavant déterminant après les événements qu'a connus le Burkina Faso les 30 et 31 octobre 2014. Le journal de tous les Burkinabés et bien d'autres citoyens burkinabés s'interroge sur le jugement des hautes personnalités. La présidente s'explique que l'on ne peut intenter une action judiciaire contre le chef de l'État ou des ministres que si le CNT lève d'abord le lièvre. Je cite, « La mise en accusation du président du Faso ou des membres du gouvernement est votée par l'Assemblée nationale. Dès que cette étape sera franchie, la Cour assumera son rôle. » Le journal Aujourd'hui au Faso manifeste un autre son de cloche et dans les colonnes du dit journal, la nomination d'une des 3 juges d'instruction suscite une appréciation ambivalente. Priscille Zongo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, crée la polémique. Pour ses détracteurs et adversaires, son mari Tertus Zongo a été l'avant-dernier premier ministre de Blaise Compaoré, lequel Tertus Zongo a même rendu visite à Blaise Compaoré à Abidjan. Elle est liée également par alliance, poursuit le journal, au dernier premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adolphe Thiaw, car son fils est marié à la fille de ce dernier. Dans le camp des admirateurs et défenseurs de la juge, Priscille Zongo, magistrate de classe exceptionnelle, a toujours fait preuve de professionnalisme et de discernement et l'apparence de l'indépendance. Faisons maintenant un coup de projecteur sur une autre actualité, notamment sur les investigations supposées ou réelles du quotidien Le Soir dans la rubrique Kabako. Ce quotidien révèle une liste de 27 ex-dignitaires ou proches du clan Compaoré qui seraient poursuivis par le ministère de la Sécurité. Et notre confrère s'en défend. Nous apprenons de sources que parmi les 27 personnes inscrites sur cette liste noire figurent Léonce Koné, le président du directoire du CDP, l'ex-parti majoritaire, et la dame de fer Juliette Bunkungu, la fille du Boultiemde. Info ou intox, se demande le journal, qui en conclut « wait and see donc ». Pendant ce temps, le quotidien fait un arrêt sur le quotidien de plus en plus intenable des enfants de Sankara dont certains se sont donné la mort. Appelés à tort ou à raison les enfants de Sankara, les 600 élèves burkinabés déployés à Cuba sous la période révolutionnaire crient à l'injustice. Et le témoignage de leur porte-parole Stanislas Damiba est pour le moins troublant. Du contingent des 600 diplômés, affirme-t-il, seulement 263 ont eu la chance d'être intégrés dans leur ministère de tutelle ou admis à des tests de recrutement, et 293 sont toujours en chômage. À cela s'ajoutent 44 décès, dont 5 suicides et 6 malades mentaux. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.